Alors en effet, tout parcours de PMA avec un tiers donneur de gamètes, qu'il soit initié par un couple hétérosexuel, par un couple de femmes ou par une femme seule, doit impérativement commencer par la signature chez un notaire d'un acte de consentement. Mais de consentement à quoi? On observera tout d'abord que tout acte notarié repose sur un consentement. Le consentement est à la fois constitutif du contrat et implicite. L'acte de vente d'une maison n'est jamais que la constatation par le notaire des consentements croisés d'un vendeur et d'un acquéreur sur une chose et sur un prix. Un contrat de mariage, le consentement des futurs époux sur leur futur régime matrimonial. On soulignera également que dans un acte notarié, quand un notaire consacre explicitement un paragraphe au consentement de l'un des intervenants, il s'agit du consentement à l'action d'un tiers. Dans une vente, par exemple, l'époux qui est seul propriétaire de la résidence principale du couple est tenu d'obtenir le consentement de son conjoint pour pouvoir vendre ce bien. De même, une procédure d'adoption doit, pour être lancée devant le tribunal, être précédée d'un acte de consentement à adoption. Mais cet acte n'est pas signé par l'adoptant qui initie la procédure, mais par les personnes directement ou indirectement concernées, à savoir l'adopté, bien sûr, et puis le conjoint ou le partenaire de Pacs de l'adoptant qui consente donc à son projet. Or, l'acte de consentement à PMA avec donneur est signé par les auteurs eux-mêmes du parcours médical et non par des tiers. Alors consentent-ils dans une sorte de dédoublement de personnalité à leur propre projet? On le constate, le nom de l'acte est sans doute mal choisi, du moins faudrait-il plutôt parler d'une confirmation de consentement. Car en quoi cet acte consiste-t-il? Pour l'essentiel, à ce que le notaire éclaire ses clients sur les conséquences de l'intervention d'un donneur de gamètes au regard de l'établissement de la filiation, en insistant sur une nouveauté de la loi du 2 août 2021, la loi dite PMA pour toutes, à savoir la levée de l'anonymat du donneur. L'autorisation des inséminations artificielles avec donneur à l'hôpital remonte à 1973. Cette autorisation était nécessaire en raison des dérives de la pratique clandestine que l'on connaissait alors. Mais il faut reconnaître que la décision politique ne coulait pas de source, dans une France qui, certes, avait connu mai 68, mais qui restait encore traditionnelle dans sa conception de la famille. Admettre qu'un couple, à l'époque hétérosexuel et marié, puisse devenir parent à part entière grâce au sperme d'un inconnu pouvait heurter certaines consciences. Et les opposants à cette mesure parlaient d'ailleurs d'un adultère médical. Aussi, la pratique hospitalière, dès le début, s'est évertuée à permettre aux parents de conserver le secret sur cet arrangement avec la réalité, en veillant à respecter une parfaite vraisemblance. C'est ainsi que le donneur devait être anonyme et présenter des caractéristiques physiques compatibles avec celles des membres du couple. Ces règles ont été confirmées dans les premières lois de bioéthique de 1994, qui ont par ailleurs instauré la nécessité d'un acte de consentement préalable. L'ouverture de la PMA aux couples de femmes a fait voler en éclats, tout au moins pour ce qui les concerne, la recherche de vraisemblance. Et la levée de l'anonymat du donneur vient, quant à elle, souligner le caractère étrange de cette conception d'un enfant que des années de pratique avaient fini par effacer. Dans l'acte de consentement, le notaire insiste sur différents points de sorte que ses clients, quand ils se rendront à l'hôpital, le fassent en connaissance de cause. Parmi eux, on peut citer l'impossibilité d'agir en responsabilité contre le donneur, l'impossibilité de contester, pour des raisons biologiques,
le lien de filiation qui sera établi entre le parent n'ayant pas fourni ses gamètes et l'enfant qui naîtra du don. L'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant et le donneur. Et puis, pour le père qui n'est pas marié, le risque, s'il décide finalement de ne pas reconnaître l'enfant issu de la PMA, de voir ce lien de filiation établi judiciairement en l'absence de toute réalité biologique sur le seul fondement de cet acte de consentement. Le notaire, en recevant des candidats à une PMA avec donneur avant qu'ils entament leur parcours, leur assure ainsi un consentement éclairé sur les conséquences civiles de leur choix. Si la loi prévoit la nécessité pour les candidats à la PMA avec donneur d'affirmer leur consentement chez le notaire, elle ne prévoit pas l'obligation pour une femme vivant en couple qui engage une PMA en solitaire d'obtenir le consentement de la personne avec laquelle elle vit. En effet, si communément on parle de PMA pour femme seule, la loi n'impose aucunement que la femme voulant engager une PMA en solo vive seule. L'unique exigence légale est qu'elle ne soit pas mariée. Or, on peut très bien imaginer une femme vivant en couple qui veut un enfant alors que son compagnon ou sa compagne de vie ne partage pas ce désir. Elle pourra alors mener son projet sans avoir besoin d'obtenir le consentement de l'autre membre du couple. Cette absence de nécessité d'un consentement peut sembler une évidence à l'heure où la liberté individuelle est à l'honneur. Et pourtant, ce même législateur a décidé, et à quelques mois d'intervalle, à l'occasion de la réforme de l'adoption en février 2022, d'exiger le consentement du ou de la partenaire de PACS de celui ou celle qui veut seul adopter un enfant. Alors qu'auparavant, il fallait déjà qu'il obtienne le consentement de son conjoint. Ainsi donc, si on récapitule, une femme qui vit en couple, dès lors qu'elle n'est pas mariée, peut décider sans le consentement de la personne qui partage sa vie de mener à bien une PMA avec donneur, mais cette possibilité est refusée à une femme mariée, quand bien même cette femme mariée vit seule, et quand bien même, à la limite, son mari ou son épouse serait d'accord pour donner son consentement. Et parallèlement, une personne mariée ou pacsée peut seule adopter un enfant, mais à condition d'obtenir le consentement de l'autre membre du couple. On le constate, la loi manque parfois de cohérence. Quant au consentement du donneur, à ce qu'il pratique son don et à ce que ses données non identifiantes, voire son identité, puissent être communiquées à la personne issue du don une fois qu'elle sera devenue majeure, la loi nouvelle n'a pas jugé utile qu'il soit recueilli par le notaire. Ce soin revient à l'équipe médicale puisque, depuis le 1er septembre 2022, aucun don de gamètes n'est autorisé par un donneur qui veut garder l'anonymat. On peut à ce stade, dans un petit accès de nostalgie, s'accorder un retour en arrière. Quand en 1973, le professeur Georges David de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre a obtenu l'autorisation de réaliser les premières inséminations artificielles avec donneur à l'hôpital, il envisageait la démarche comme, pour reprendre son expression, un don de couple à couple. Dès lors, si le donneur était marié, le consentement de son épouse était requis. Quand en 1994 fut votées les premières lois de bioéthique qui posèrent les règles de la PMA, ce consentement du conjoint du donneur fut maintenu. Et ce n'est que la loi récente de 2021 qui l'a supprimé, et ce, dans le souci d'éviter un frein au don. On peut donc voir que c'est un peu le signe de l'évolution de la société, d'un don de couple à couple. On arrive aujourd'hui à un don de donneur seul à femme seule. Pourtant, le geste de donner, et a fortiori de façon non anonyme, ne concerne pas seulement le donneur, mais aussi sa famille actuelle ou sa famille à venir.
Et à ce sujet, on peut considérer que la levée de l'anonymat qui répond à une demande qu'on comprend très bien des associations de personnes nées d'un don de pouvoir connaître leurs origines afin de se construire, n'a pas pris en compte la famille du donneur et principalement ses enfants. Et cette remarque aurait pu militer pour que le consentement du conjoint du donneur soit maintenu et même qu'on l'étende à celui du partenaire ou de la partenaire de Pacs. En effet, la levée de l'anonymat du donneur répond au mal-être des personnes nées d'un don. Mais ne risque-t-elle pas de transférer cette sensation vers les enfants du donneur? Ces derniers ne pourraient-ils pas vivre obsédés par la crainte ou l'espoir que les personnes nées du don, leurs frères ou sœurs biologiques, cherchent un jour à nouer le contact? Car tout le monde s'accorde à dire que si la loi ne prévoit qu'un accès à l'identité du donneur, cette information pourra déboucher sur une rencontre. Les enfants du donneur seront alors tributaires du choix que fera la personne née du don une fois majeure de profiter ou non de la nouvelle disposition. Alors on pourrait bien entendu rétorquer qu'il suffira que le donneur ne révèle pas sa démarche à ses enfants. Mais un tel secret serait-il souhaitable? Certainement pas. Pas plus que le secret vis-à-vis de l'enfant né du don, gardé par ses parents hétérosexuels, voire par la femme seule, sur les circonstances de sa conception. Un secret, en parenthèse, un secret que la levée de l'anonymat du donneur risque pourtant de remettre au goût du jour. Ma dernière réflexion autour du consentement en matière de PMA avec donneur aura pour sujet les anciens donneurs, ceux qui ont pratiqué leur don avant la loi nouvelle avec la garantie de bénéficier de l'anonymat. On peut se dire dans un premier temps qu'en raison de la règle de la non-rétroactivité des lois, ils n'ont aucune inquiétude à avoir, anonymes ils étaient et anonymes ils resteront. Mais une disposition de la loi nouvelle vient semer le trouble. La création de la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. Cette commission a notamment pour mission, si elle est saisie de la demande d'une personne née d'un ancien don d'avoir accès à l'identité de son donneur anonyme, d'adresser un courrier recommandé à ce dernier pour solliciter son consentement. Ainsi, les anciens donneurs, à qui l'on avait garanti que leur démarche n'aurait jamais de répercussions dans leur vie personnelle, peuvent se voir contactés à tout moment par la nouvelle commission. Et ce, d'autant plus que si la loi autorise les anciens donneurs à écrire spontanément à la commission pour faire part de leur accord de principe pour voir lever leur anonymat, elle leur refuse, à l'inverse, la possibilité de lui signifier de façon préventive leur désaccord. On peut pourtant comprendre qu'un ancien donneur qui, c'est évident, est conscient que son don a permis de donner la vie, préfère garder cette idée abstraite et ne pas souhaiter qu'on l'informe très concrètement de l'existence d'une personne conçue grâce à lui et qui plus est en quête de son identité. On peut de la même façon se mettre à la place d'un ancien donneur qui considérait son don comme une histoire ancienne, ne pas vouloir se trouver à présent confronté au cas de conscience de devoir accepter ou refuser de répondre à la demande d'une personne dans le parcours de laquelle elle n'aurait normalement jamais dû avoir à intervenir. On peut enfin concevoir les questions que ce donneur peut se poser à l'égard de la famille qu'il a lui-même constituée et à qui il n'a pas forcément révélé la démarche altruiste qu'il avait eue dans ses jeunes années. Pour toutes ces raisons, il semblerait raisonnable d'offrir aux anciens donneurs la possibilité de signifier a priori à la commission leur refus d'être contactés si une personne née d'un don demandait à connaître leur identité. Mais on devine les arguments des associations de personnes nées de dons anonymes. Un ancien donneur pourrait, sur le principe, être contre la levée de son anonymat, mais après avoir été contacté, considérant l'espoir de l'auteur de la demande, reconsidérer sa position. En l'occurrence, saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, le Conseil constitutionnel
dans une décision du 9 juin 2023, a relevé que cette disposition qui interdit à un ancien donneur de notifier son refus d'être contacté n'était pas contraire à la Constitution, puisqu'elle ne remet pas en cause la préservation de l'anonymat garanti au moment du don, dès lors que la communication de l'identité de l'ancien donneur à la personne née du don est soumise à son consentement. Le Conseil constitutionnel n'a pas non plus vu dans cette disposition une atteinte au droit au respect de la vie privée de l'ancien donneur. Autrement dit, pas de nécessité d'un consentement au fait de se voir demander son consentement. Je vous remercie.